Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des résultats les plus profonds et les plus utiles de toutes les probabilités, le théorème central limite. Il explique une chose étonnante, lorsqu'on additionne un grand nombre de petits hasards indépendants, le résultat finit toujours par ressembler à la même courbe en cloche, la fameuse loi normale, et ceci quelle que soit la nature du hasard de départ. Au programme, un peu d'histoire, les rappels indispensables, l'énoncé précis, sa visualisation, des exemples, les conditions d'application, la démonstration et de nombreuses applications. Installez-vous confortablement. C'est parti. Un peu d'histoire pour commencer. La toute première version de ce théorème remonte à 1733 avec le mathématicien français Abraham de Moivre qui étudie le jeu de pile ou face. Pierre-Simon de Laplace généralise ensuite ce résultat au début du 19e siècle. Mais c'est seulement vers 1920 que les mathématiciens russes Lyapunov et Lindeberg en donnent une démonstration vraiment rigoureuse avec des conditions précises. C'est d'ailleurs le mathématicien Georges Polya qui, en 1920, lui donne son nom célèbre, le théorème central limite. Le mot central souligne sa place centrale dans toute la théorie. Avant l'énoncé, faisons deux rappels essentiels sur les variables aléatoires. Premier rappel, l'espérance. L'espérance d'une variable aléatoire, notée mu, est sa valeur moyenne théorique, ce que l'on obtiendrait en moyenne sur un très grand nombre d'essais. Second rappel, la variance et l'écart type. La variance, notée sigma au carré, mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Son écart type, noté sigma, est simplement la racine carrée de la variance. Une petite variance signifie des valeurs bien regroupées autour de la moyenne. Une grande variance, des valeurs très dispersées. Retenez ces deux nombres mu et sigma, ils vont jouer le rôle principal. Plaçons le décor. On dispose d'une suite de variables aléatoires, x1, x2 et ainsi de suite, toutes indépendantes et suivant la même loi de moyenne mu et d'écart type sigma. On s'intéresse à leur moyenne, appelée moyenne empirique, et notez x bar, c'est la somme des n variables divisée par n. Que vaut cette moyenne? Son espérance est exactement mu, le résultat est rassurant, mais surtout son écart type vaut sigma divisé par racine de n. Autrement dit, plus on prend d'observations, plus la moyenne se resserre autour de mu. La question du théorème central limite est alors, quelle est la forme précise de cette dispersion qui rétrécit? Voici l'énoncé du théorème central limite. On considère des variables aléatoires indépendantes de même loi de moyenne mu et de variance finie sigma au carré, strictement positives. On centre et on réduit la moyenne empirique, on lui retranche mu, puis on divise par sigma sur racine de n. On obtient une nouvelle variable notée z indice n. Alors quand n tend vers l'infini, la loi de z indice n converge vers la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire la courbe en cloche de moyenne 0 et d'écart type 1. Le point remarquable, c'est l'universalité. La loi de départ peut être absolument n'importe quoi, un dé, une pièce, une durée d'attente. À la fin, on tombe toujours sur la même gaussienne. Que signifie concrètement cette convergence? Imaginons que l'on répète l'expérience un très grand nombre de fois et qu'à chaque fois on calcule la somme de nos variables. Si l'on trace l'histogramme de tous ces résultats, une forme apparaît peu à peu. Pour une seule variable, l'histogramme a la forme de la loi de départ, qui peut être quelconque, mais en additionnant deux variables, puis 5, puis 30, regardez, l'histogramme se lisse, devient symétrique et épouse de plus en plus fidèlement la courbe en cloche. C'est cela le miracle du théorème central limite. Le désordre individuel se transforme en une régularité parfaite à grande échelle. Il existe un objet magnifique qui illustre ce phénomène, la planche de Galton. Imaginez une planche verticale hérissée de clous disposés en quinconce. On lâche des billes par le haut. À chaque clou rencontré, la bille part au hasard à gauche ou à droite, avec une chance sur deux de chaque côté. Chaque rebond est un petit hasard indépendant, comme un pile ou face. Après de nombreux rangs de clous, les billes s'accumulent dans des bacs en bas. Et que voit-on apparaître? La courbe en cloche, dessinée par les billes elles-mêmes. La position finale de chaque bille est une somme de hasards indépendants. Le théorème central limite est sous nos yeux. Prenons un exemple très concret, le lancer de dés. Un seul dé à 6 faces donne, de façon équiprobable, un résultat entre 1 et 6. Sa distribution est plate, uniforme. Aucune face n'est privilégiée. Maintenant, lançons 2 dés et faisons la somme. La distribution n'est plus plate. La somme 7 devient la plus probable et la forme dessine déjà un triangle. Avec 3 dés puis 5 dés, le sommet s'arrondit, les bords s'affinent et la cloche se précise. Avec 10 dés, la ressemblance avec la loi normale est saisissante. Pourtant, nous sommes partis d'une simple loi uniforme. C'est exactement la prédiction du théorème central limite. Revenons au cas historique étudié par De Moivre,
le pile ou face. On répète le lancer d'une pièce équilibrée et on compte le nombre de piles obtenues. Ce nombre suit une loi binomiale. Pour un petit nombre de lancers, l'histogramme est anguleux, formé de quelques bâtons. Mais à mesure que nœud grandit, 10 lancers, 30 lancers, 100 lancers, ces bâtons dessinent une cloche de plus en plus régulière. C'est le théorème de Moivre-Laplace, le tout premier cas particulier du théorème central limite. La loi binomiale, correctement centrée et réduite, s'approche de la loi normale. 3 siècles avant le résultat général, l'idée était déjà là. Attention, le théorème central limite n'est pas magique, il exige des conditions précises. Première condition, les variables doivent être indépendantes. Le résultat de l'une ne doit pas influencer les autres. Deuxième condition, elles doivent suivre la même loi, on dit identiquement distribuées. Troisième condition, et c'est la plus subtile, la variance doit être finie. Il faut que sigma au carré existe et soit un nombre fini. Cette dernière hypothèse semble anodine, mais elle est absolument cruciale. Lorsqu'elle est violée, le théorème s'effondre complètement, comme nous allons le voir tout de suite avec un contre-exemple spectaculaire. Voici le contre-exemple le plus célèbre, la loi de Cauchy. Sa courbe ressemble pourtant à une cloche symétrique et bien centrée, mais elle possède une particularité redoutable. Ses queues sont si épaisses que son espérance n'est même pas définie, et sa variance est infinie. La troisième condition du théorème est donc violée, et le résultat est stupéfiant. Si l'on additionne des variables de Cauchy et qu'on prend la moyenne, cette moyenne ne se rapproche jamais d'une valeur fixe. Pire encore, la moyenne de n variables de Cauchy suit, elle aussi, exactement une loi de Cauchy. Moyenner n'apporte rien, sans variance finie, pas de théorème central limite. Venons-en à l'idée de la démonstration. L'outil clé s'appelle la fonction caractéristique. À toute variable aléatoire, on associe une fonction qui est l'espérance de l'exponentielle complexe de itx. Cette fonction a une propriété merveilleuse. La fonction caractéristique d'une somme de variables indépendantes est égale au produit de leurs fonctions caractéristiques. Les sommes compliquées de probabilité deviennent de simples produits. Et il existe un théorème de continuité dû à Paul Lévy qui affirme que si les fonctions caractéristiques convergent, alors les lois elles-mêmes convergent. La stratégie est donc claire, il suffit de montrer que la fonction caractéristique de notre variable centrée réduite tend vers celle de la loi normale. Détaillons un peu. La fonction caractéristique de la loi normale centrée réduite est l'exponentielle de moins t au carré sur 2. C'est notre cible. Partons de notre variable centrée réduite, somme de n petits termes indépendants. Sa fonction caractéristique est donc la puissance énième de la fonction d'un seul terme. On effectue alors un développement limité au voisinage de 0. Comme la variable est centrée, le terme d'ordre 1 disparaît et c'est la variance, c'est-à-dire l'ordre 2, qui domine. On obtient un facteur du type 1 moins t au carré sur 2n, le tout élevé à la puissance n. Or, cette expression tend, quand n tend vers l'infini, vers l'exponentielle de moins t au carré sur 2. Exactement la cible. La démonstration est complète. Passons aux applications, car elles sont innombrables. La plus directe est l'approximation. Plutôt que de calculer une loi binomiale ou une somme compliquée, on la remplace par une loi normale, bien plus facile à manipuler. C'est ce qui fonde les intervalles de confiance. Par exemple, pour estimer une proportion inconnue à partir d'un échantillon, le théorème central limite nous donne la fameuse formule de la marge d'erreur, environ 2 fois l'écart type de la moyenne. On retient souvent la règle pratique suivante, la vraie valeur a environ 95% de chances de se trouver à moins de 2 écarts types de la moyenne observée. C'est tout le fondement de la statistique inférentielle. L'application la plus quotidienne, c'est le sondage. Comment un institut peut-il affirmer qu'un candidat est à 52% avec une marge d'erreur de 3 points en interrogeant que 1000 personnes sur des millions d'électeurs? La réponse, c'est le théorème central limite. La proportion mesurée sur l'échantillon suit approximativement une loi normale autour de la vraie proportion. Sa marge d'erreur est de l'ordre de 1 sur racine de n, avec 1000 personnes racine de 1000 vaut environ 32, ce qui donne une marge d'environ 3%. Et voilà pourquoi, pour diviser la marge par 2, il faut interroger 4 fois plus de monde. La précision coûte cher. Terminons par un exercice corrigé classique. Une usine produit des pièces dont la masse a pour moyenne 100 grammes et pour écart type 4 grammes. On prélève un échantillon de 64 pièces. Quelle est la probabilité que la masse moyenne de l'échantillon dépasse 101 grammes? Appliquons le théorème central limite. L'écart type de la moyenne vaut sigma sur racine de n, soit 4 divisé par racine de 64, c'est-à-dire 4 divisé par 8, donc 0,5 g. On centre et on réduit, 101 moins 100 divisé par 0,5 égale 2. La probabilité cherchée est donc celle que la loi normale dépasse 2, soit environ 2,3%. L'exercice est résolu. Récapitulons l'essentiel.
Le théorème central limite affirme que la moyenne d'un grand nombre de variables indépendantes, de même loi et de variance finie, suit approximativement une loi normale une fois centrée et réduite. Le point fondamental, c'est l'universalité. La loi de départ n'a aucune importance. Les trois conditions sont indispensables: indépendance, même loi et surtout variance finie. La loi de Cauchy nous l'a montré. La démonstration repose sur les fonctions caractéristiques et un développement limité. Et ces applications sont partout. Intervalle de confiance, sondage, contrôle qualité et toute la statistique. C'est sans doute le théorème le plus utile de toutes les probabilités. Voilà qui conclut cette vidéo sur le théorème central limite. J'espère que ce voyage, de la planche de Galton jusqu'au sondage, vous a permis de comprendre en profondeur pourquoi la courbe en cloche apparaît partout autour de nous. Pour bien l'assimiler, je vous conseille de refaire l'exercice final par vous-même et de réfléchir à pourquoi la condition de variance finie est si importante. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres étudiants et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains cours. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons la loi des grands nombres, la sœur jumelle de ce théorème. À très bientôt et bon courage dans vos révisions.